Lors de l'audience de divorce, ma femme s'est vantée, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je vais prendre la maison, les enfants, et la moitié de l'entreprise. Mon avocat s'est penché, et a chuchoté, avez-vous suivi mon plan? J'ai hoché la tête, et le divorce est devenu son pire cauchemar. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, depuis quelle ville vous nous regardez. Elle était assise de l'autre côté de la salle, avec un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas le sourire de ma femme. C'était le sourire de quelqu'un, qui pense avoir déjà gagné. Elle s'est penchée vers son avocat, a dit quelque chose doucement, et ils ont tous les deux ri. Puis elle a levé les yeux vers moi, droit dans les yeux, et a dit fort, sans hésiter une seule seconde, aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. La salle est devenue silencieuse. La juge Hortensia a levé les yeux de ses papiers. L'assistante a arrêté de taper. Je n'ai pas bougé d'un cil. Adriana a continué de parler, de cette voix que je connaissais si bien. Cette voix qu'elle utilisait, lorsqu'elle était sûre de quelque chose. Je vais sortir d'ici avec la maison, avec les enfants, et avec la moitié de l'entreprise qu'il a bâtie. Absolument tout. Dans la galerie, au fond de la salle, Orlando était assis, les bras croisés. Il souriait, d'un sourire ironique et lent, comme quelqu'un qui sait déjà comment se termine le film. Il m'a dévisagé, comme pour dire, tu as déjà perdu, mon vieux. Et puis Reban, mon avocat, s'est penché vers moi, très lentement, et m'a chuchoté à l'oreille, avec un calme qui, à ce moment-là, semblait presque surnaturel. Avez-vous suivi le plan à la lettre? J'ai hoché la tête une fois, sans quitter Adriana des yeux. Parfait, a-t-il dit, en rangeant ses papiers sur la table, avec une tranquillité qui contrastait avec tout ce qui se passait dans cette salle. Le spectacle commence maintenant. J'ai pris une grande inspiration, et j'ai repensé à tout ce qu'il avait fallu, pour en arriver à ce moment. Aux 8 mois de silence. Aux nuits où je suis resté éveillé, à examiner des documents, au lieu de pleurer. Aux fois où je l'ai vu rentrer tard, et où je n'ai rien dit. Où je n'ai rien demandé. Où je n'ai pas réagi. Aux fois où Orlando m'a salué, lors d'un événement, et où je lui ai rendu son salut, comme si je ne savais absolument rien. J'ai pensé à tout cela, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Car Adriana croyait qu'aujourd'hui était son jour. Elle croyait qu'elle avait tout planifié à la perfection. Elle croyait que j'étais le même homme que d'habitude, celui qui travaillait en silence, celui qui ne posait pas de questions, celui qui faisait trop confiance. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'Orlando ne savait pas, ce que personne dans cette salle ne savait encore, c'est que je m'étais préparé, exactement pour ce moment, pendant 8 mois. Et je n'avais rien laissé au hasard. Absolument rien. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Car cette histoire ne commence pas, dans cette salle froide, qui sent le vieux papier. Elle commence un mardi soir, il y a exactement 8 mois, quand j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû trouver. Et que j'ai pris la décision la plus importante, de toute ma vie. Celle de ne pas dire un seul mot. Je m'appelle Ernesto. J'ai 48 ans. Pendant 19 ans, j'ai été un mari, un père, et le seul soutien financier d'une famille, que je pensais connaître. J'ai bâti une entreprise à partir de zéro, de mes propres mains, avec des années de travail, qui commençaient avant l'aube, et se terminaient quand tout le monde, à la maison, était déjà endormi. Je n'étais pas millionnaire, mais j'avais construit quelque chose de vrai, quelque chose de solide, quelque chose qui avait de la valeur, quelque chose qu'Adriana voulait maintenant couper en deux, et s'approprier, comme si c'était à elle. Adriana et moi nous sommes rencontrés, quand nous avions tous les deux 29 ans. Elle était professeure de langue. Je venais d'ouvrir mon premier bureau, avec un prêt, qu'il m'a fallu 4 ans pour rembourser. Nous nous sommes mariés rapidement, peut-être trop rapidement, mais à ce moment-là, j'étais convaincu que j'avais trouvé la bonne personne. Nous avons eu 2 enfants, Angela, qui a maintenant 16 ans, et David, qui en a 13. 2 enfants qui, en ce moment même, étaient à la maison avec ma belle-sœur, sans savoir que leur père était assis dans une salle d'audience, sur le point de regarder leur mère, essayer de le détruire. Pendant des années, j'ai travaillé. Adriana a arrêté de travailler à la naissance d'Angela, et n'a jamais repris. Non pas parce que je le lui ai demandé, mais parce qu'elle le voulait. Je ne lui ai jamais rien reproché. Je ne lui ai jamais demandé de rendre des comptes, sur quoi que ce soit. Je ne lui ai jamais demandé
à quoi elle dépensait l'argent que je lui transférais chaque mois, et qui n'était pas une petite somme. Elle en disposait à sa guise. Je pensais bien faire. Les 15 premières années ont été normales. Pas parfaites, mais normales. Il y avait de la distance. Il y avait des silences. Il y avait des nuits, où nous étions tous les deux dans le même lit, à fixer le plafond, sans rien dire. Mais j'attribuais cela à la fatigue, à la routine, à cette chose invisible qui arrive au mariage, quand les années s'accumulent, et que la vie quotidienne écrase tout le reste. C'est lors de la 16e année, que j'ai commencé à remarquer de petites choses, des choses que je ne savais pas interpréter à l'époque. Le téléphone qui était toujours face vers le bas sur la table. Les sorties avec des amis, qui avaient lieu autrefois une fois par mois, et qui, soudainement, passaient à 3 fois par semaine. La façon dont elle me regardait parfois, pendant le dîner. Ni avec amour, ni avec indifférence, mais avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer, quelque chose comme de la culpabilité, ou le soulagement que je ne pose pas de questions. Je ne demandais rien. Je n'ai jamais rien demandé. Jusqu'à un mardi soir, il y a 8 mois, où sans rien chercher, sans rien soupçonner en particulier, j'ai trouvé quelque chose, qui a tout changé. Et à partir de ce moment, ma vie s'est divisée en 2 parties bien distinctes. Qui j'étais avant cette nuit-là, et ce que je suis devenu après. Mais je vous raconterai cela dans un instant, car d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose d'important. Quand les gens découvrent une trahison, la réaction naturelle est d'exploser, de crier, de confronter l'autre, de jeter des objets, d'appeler quelqu'un en pleurant à 3 heures du matin. Je le comprends. C'est humain. C'est ce que la douleur nous fait, quand elle frappe soudainement, et sans prévenir. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Et cette décision, cette unique décision de garder le silence, cette nuit-là et toutes les nuits qui ont suivi, c'est ce qui a déterminé tout ce qui s'est passé ensuite, dans cette salle d'audience. Adriana pensait m'avoir piégé. Orlando pensait qu'ils avaient gagné, avant même que le jeu ne commence. Et Reban, mon avocat, le seul qui savait tout, était assis à côté de moi, avec un dossier rempli de choses, qui allaient faire en sorte que cette journée reste dans les mémoires pendant longtemps, mais pas de la manière dont Adriana l'attendait. C'était un mardi tout à fait ordinaire. C'est ce qui me frappe le plus, quand je m'en souviens. Ce n'était pas un jour spécial. Il n'y avait aucun signe. Il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de tonnerre. Rien ne s'était passé dans le monde, pour m'avertir que cette nuit-là, allait être le point de bascule de toute ma vie. Je suis rentré chez moi à 21h30, tard comme toujours. J'avais eu une longue réunion avec un fournisseur, qui s'était prolongée plus que prévu. Et en chemin, je m'étais arrêté pour acheter de quoi dîner, car je savais qu'à cette heure-là, il ne resterait plus rien dans la cuisine. Adriana ne cuisinait pas, quand je rentrais tard. C'était l'une de ces règles non écrites, que les mariages construisent au fil des années, sans que personne ne les prononce jamais à voix haute. Je suis entré doucement. La lumière du couloir était éteinte. Angela et David dormaient déjà. La maison baignait dans ce silence épais, qui n'existe que lorsque tout le monde se repose, sauf vous. Je suis allé dans la cuisine, j'ai posé le sac sur la table, je me suis versé un verre d'eau, et puis, j'ai entendu quelque chose. Ce n'était pas un bruit fort. C'était presque rien. Une vibration courte et répétée, venant du canapé du salon. J'ai jeté un coup d'œil. Adriana n'était pas là, mais son téléphone l'était. Elle l'avait laissé charger sur le canapé, branché au mur, face vers le haut, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle le laissait toujours face vers le bas, partout, sur la table de la salle à manger, sur la table de nuit, dans la salle de bain, toujours face vers le bas. Mais pas cette nuit-là. L'écran s'est allumé avec un message. Je ne l'ai pas cherché. Je ne suis pas allé le chercher. Il était simplement là, visible, allumé, avec le nom de l'expéditeur parfaitement lisible, de là où je me tenais, Orlando. Et le message disait simplement, demain, même heure. Tu me manques. Je suis resté immobile. Je ne sais pas combien de temps je suis resté ainsi, debout à l'entrée du salon, avec un verre d'eau à la main, à regarder cet écran, qui s'était déjà éteint. Ça aurait pu être 1 minute. Ça aurait pu être 10 minutes. Je ne sais pas. Le temps fait des choses étranges, quand quelque chose vous frappe au milieu de la poitrine, et vous coupe le souffle. La première chose que j'ai ressentie, n'était pas de la rage. C'était une sorte de clarté froide,
comme lorsque vous allumez une lumière dans une pièce sombre, et que soudain, vous pouvez voir exactement où se trouve chaque chose. Tout ce qui était confus auparavant, prenait soudainement forme. Les téléphones posés face vers le bas, les sorties fréquentes, les regards pendant le dîner, la distance que j'avais attribuée à la fatigue, et aux années. Ce n'était pas de la fatigue. C'était une autre personne. J'ai entendu des pas dans le couloir. Adriana revenait de la salle de bain. J'ai éteint la lumière du salon, j'ai pris mon sac dans la cuisine, et je suis monté à l'étage lentement, sans faire de bruit, sans rien dire. Je suis entré dans la chambre, je me suis assis sur le bord du lit, dans le noir, et j'ai attendu qu'elle monte. Adriana est entrée dans la pièce, m'a vu assis là, et m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai dit que oui, que j'étais simplement fatigué. Elle s'est couchée. En 10 minutes, elle dormait. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et en l'écoutant respirer à côté de moi, j'ai pris la décision la plus importante que j'ai jamais prise de ma vie. Je n'allais rien dire. Pas cette nuit-là, pas la suivante, pas jusqu'à ce que je sache exactement à quoi j'avais affaire, exactement jusqu'où cela allait, exactement ce qui se trouvait devant moi. Parce que j'avais vu trop de fois, ce qui arrive quand un homme réagit par impulsion. Je l'avais vu chez des amis, chez des connaissances, dans des histoires qui se terminent toujours de la même manière. Celui qui explose perd la tête, perd le récit, perd le contrôle de la situation. Et à ce moment-là, la seule chose qui était claire pour moi, c'est que je ne pouvais pas me permettre de perdre quoi que ce soit. J'avais une entreprise, j'avais 2 enfants, j'avais 19 ans d'une vie que j'avais bâtie. Je n'allais pas tout détruire en une seule nuit de rage. Le lendemain, j'ai agi normalement. Je me suis levé, j'ai pris le petit déjeuner avec les enfants, j'ai fait un bisou sur la joue d'Adriana, avant de partir. Comme toujours, elle m'a souri. Un sourire calme et insouciant, le sourire de quelqu'un qui ne sait pas que le monde vient de changer. Je suis arrivé au bureau, et la première chose que j'ai faite a été d'appeler David. David est mon meilleur ami, depuis plus de 20 ans. Non, pas le David de l'audience. Ne vous y trompez pas. C'était mon fils. Ce David-là est une autre personne, un ami de toujours, quelqu'un qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même, à bien des égards. Il avait été mon témoin à mon mariage. Il était à l'hôpital, à la naissance de mes enfants. C'était le genre d'ami qui répond au téléphone à n'importe quelle heure, sans demander pourquoi. Je lui ai dit que j'avais besoin de le voir. Juste ça, il n'a posé aucune autre question. Il m'a dit de le retrouver, à l'heure du déjeuner. Nous nous sommes assis dans un café, loin du bureau, loin du quartier où nous vivions, loin de tout endroit où quelqu'un aurait pu nous reconnaître. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, juste ça, juste un message, rien de plus, parce qu'à ce moment-là, c'était tout ce que j'avais. David m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis il a dit quelque chose qui est resté gravé en moi pour toujours. Ernesto, ce que tu vas faire dans les prochaines semaines déterminera tout ce qui viendra après. Ne réagis pas. Enquête. Il avait raison. Et puis, David m'a donné un nom, Reban. Reban était un avocat, spécialisé en droit de la famille et en protection du patrimoine. David l'avait rencontré des années auparavant, sur une affaire compliquée, et m'avait dit qu'il était le meilleur, qu'il ait jamais vu travailler. Pas le plus célèbre, pas le plus cher, le meilleur. Je l'ai appelé le même après-midi. Reban m'a reçu 2 jours plus tard, dans son bureau. C'était un homme d'environ 55 ans, calme, avec des lunettes à fine monture, et une façon de parler, qui transmettait l'exact opposé, de la panique que je ressentais à l'intérieur. Il m'a écouté pendant 40 minutes, sans m'interrompre. Il a pris des notes. Quand j'ai eu fini, il a fermé son carnet, m'a regardé, et a dit quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de ce que je traversais. L'erreur la plus coûteuse qu'un homme dans votre situation puisse faire, c'est d'agir avant de documenter. Vous n'avez encore rien, juste un message. Ce n'est pas suffisant. Nous devons constituer un dossier. Je lui ai demandé combien de temps cela prendrait. Il a répondu sans aucune hésitation. Le temps qu'il faudra. Pouvez-vous supporter de vivre dans cette maison, sans réagir? J'ai pensé à Angela. J'ai pensé à David, mon fils. J'ai pensé à l'entreprise. Je le peux,
lui ai-je répondu. Et ainsi, tout a commencé. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris à observer, d'une manière que je n'avais jamais pratiquée. J'ai appris à être présent, sans être visible, à écouter sans avoir l'air d'écouter, à noter des détails qui, auparavant, passaient complètement inaperçus pour moi. Par exemple, j'ai découvert qu'Adriana sortait les mardis et jeudis, avec l'excuse d'un cours de yoga, qu'elle aurait soi-disant commencé 3 mois auparavant. Elle ne m'avait jamais rien dit, de ce cours. Un jour, en examinant le relevé de notre carte commune, j'ai remarqué qu'il n'y avait aucun prélèvement, d'aucune salle de sport, ou de studio de yoga. Rien. Pas un seul paiement en 3 mois. Je l'ai noté. J'ai aussi remarqué, que chaque fois qu'Orlando était mentionné dans une conversation, lors d'une réunion d'affaires, ou dans n'importe quel contexte, Adriana changeait subtilement de sujet, ou ne réagissait tout simplement pas. Trop d'absence de réaction, comme quelqu'un qui s'est entraîné, à ne pas réagir. J'ai noté ça aussi. Reban m'avait dit quelque chose, dès le début, qui est devenu mon mantra pendant ces mois-là. Ne cherchez pas à confirmer, ce que vous savez déjà. Cherchez à découvrir, ce que vous ne savez pas encore. Car ce que vous ne savez pas encore, est probablement la chose la plus importante. Il avait raison. Car ce que je ne savais pas encore à ce moment-là, était bien pire qu'un simple message sur un téléphone. Bien pire. Et j'allais bientôt le découvrir. Il y a un type de douleur, qui ne crie pas. Elle ne vous plie pas en deux. Elle ne vous fait pas pleurer dans la salle de bain. Elle ne vous prive pas soudainement de sommeil. C'est une douleur silencieuse et froide, qui s'installe lentement au milieu de votre poitrine, et y reste immobile, comme une pierre que vous apprenez à porter, parce que vous n'avez pas d'autre choix. C'est ce que j'ai ressenti pendant ces mois. Chaque jour, je me levais, je prenais le petit déjeuner avec mes enfants, je donnais un baiser à Adriana, j'allais travailler, je vivais ma vie, et personne, absolument personne me regardant de l'extérieur, n'aurait pu imaginer ce qui se passait à l'intérieur, ce que je construisais en silence. Ce que je découvrais couche après couche, comme quelqu'un qui épluche un fruit d'apparence ordinaire à l'extérieur, mais complètement pourri à l'intérieur. Reban m'avait donné des instructions claires, dès le début. Pas de confrontation, pas de changement de comportement soudain, rien qui puisse alerter Adriana, que quelque chose avait changé en moi. Je devais continuer à être, le même Ernesto que d'habitude. Celui qui travaillait trop, celui qui rentrait tard, celui qui ne posait pas de questions. Et je l'ai été, mon Dieu, je l'ai été. Il y avait des nuits, où Adriana rentrait à la maison avec cette étincelle dans les yeux, dont je savais déjà, qu'elle n'était pas pour moi. Et je lui demandais comment s'était passée sa journée, et elle me racontait une histoire inventée, sur son après-midi. Et je hochais la tête, je souriais, et je lui disais que c'était bien. Et à l'intérieur, je ressentais quelque chose que je ne saurais qualifier, de la rage, ou de la tristesse, ou simplement la conscience brutale, que je vivais aux côtés d'une étrangère. Mais je gardais le silence, parce que Reban avait raison, et David avait raison, et je le savais. C'est lors de la 4e semaine, que les choses ont commencé à devenir plus sérieuses. Reban avait suggéré d'embaucher quelqu'un, qui pourrait documenter les déplacements d'Adriana, de manière discrète et légale. Il ne m'a pas donné de détails inutiles. Il m'a juste dit, qu'il y avait des gens qui faisaient ce genre de travail professionnellement, que tout ce qui serait obtenu, serait traité dans le cadre légal, et qu'il me présenterait directement les résultats, lors de nos réunions hebdomadaires. J'ai accepté. La première réunion qui a suivi, a eu lieu un jeudi après-midi. Reban a posé un fin dossier sur son bureau, pas encore très épais, et m'a dit de commencer par le commencement. Cette histoire avec Orlando n'était pas nouvelle. C'était la première chose qu'il m'a dite. Ce n'était pas nouveau. Cela durait, selon ce qu'ils avaient pu établir jusqu'à présent, depuis environ 2 ans. 2 ans. Pendant que je travaillais 12 heures par jour, pour entretenir une maison, payer les écoles, construire une entreprise, Adriana voyait Orlando depuis 2 ans. J'ai regardé fixement le dossier, sans rien dire. 2 ans. J'ai fait le calcul mental à ce moment-là, assis en face de Reban, et j'ai réalisé qu'il y a 2 ans, cela avait été l'une des meilleures périodes pour mon entreprise. Nous avions décroché un gros contrat, nous nous étions développés. J'étais rentré un soir avec une bouteille de vin pour fêter ça, et Adriana avait trinqué avec moi, avec un sourire. Cette même Adriana, à ce moment précis, était déjà avec Orlando. J'ai pris une grande inspiration. Il y a plus,
a dit Reban. Il y a toujours plus. Orlando n'était pas seulement l'amant de ma femme. Orlando était l'associé majoritaire d'une entreprise concurrente, dans le même secteur d'activité que le mien. Il essayait depuis des années, de pénétrer des marchés où j'étais déjà présent. Et selon ce que Reban avait commencé à retracer, il y avait certains mouvements dans les contrats de mon entreprise, qui ne collaient pas. De petites choses, des détails qui séparément ne signifiaient rien, mais qui ensemble commençaient à brosser un tableau, qui m'a glacé le sang. Des clients qui avaient cessé de renouveler leur contrat, sans raison claire. Un fournisseur clé qui avait soudainement préféré travailler avec la concurrence, après des années de relations avec nous. Des informations sur des appels d'offres que j'avais perdus de très peu, comme si quelqu'un avait su exactement combien je proposais, et avait offert un peu moins. J'ai demandé directement à Reban s'il était en train de me dire ce que je pensais qu'il me disait. Il m'a regardé un instant avant de répondre. Je n'ai aucune preuve concrète de quoi que ce soit à ce stade, juste des schémas récurrents. Mais ces schémas sont suffisamment cohérents pour que nous continuions à chercher dans cette direction. J'ai quitté cette réunion, en marchant lentement dans la rue, les mains dans les poches, en regardant le sol. Je n'ai appelé personne. Je ne suis pas allé dans un bar, pour noyer quoi que ce soit. Je suis allé au parc, à 3 pâtés de maison du bureau de Reban. Je me suis assis sur un banc, et je suis resté là un long moment, à regarder les gens passer. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à Angela, qui à ce moment-là était dans sa dernière année avant l'université, avec des projets, avec des rêves, avec toute la vie devant elle. J'ai pensé à David, mon fils, qui était encore un enfant à bien des égards, qui me serrait encore dans ses bras quand je rentrais, qui me demandait encore de m'asseoir avec lui, pour regarder des films le vendredi soir. Et je me suis dit que tout ce que j'avais construit, tous les efforts, toutes les années, toute ma vie, étaient utilisés contre moi, par la personne même qui avait promis d'être à mes côtés. Le soir où je suis rentré, j'ai dîné avec la famille, j'ai aidé David pour un devoir de mathématiques, j'ai souhaité bonne nuit à Angela, et quand Adriana s'est allongée à côté de moi, et a éteint la lumière, j'ai fixé le plafond dans le noir, avec un niveau de clarté mentale que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je n'allais pas perdre. Je ne pouvais pas me permettre de perdre. Les semaines qui ont suivi ont été les plus intenses de ce processus. Reban travaillait méthodiquement, sans se presser, mais sans pause. Et chaque réunion apportait son lot de nouveautés. Parfois un petit détail, parfois quelque chose qui me frappait, comme un coup de poing. J'ai découvert, par exemple, qu'Adriana avait ouvert un compte bancaire à son nom, 2 ans plus tôt, à peu près au moment où l'histoire avec Orlando avait commencé, dans une banque différente de celle que nous utilisions ensemble. Sur ce compte, au cours de ces 2 années, des virements réguliers de montant allant de 8 cents à 1200 € par mois, avaient été déposés. Ce n'étaient pas des virements que j'avais autorisés. Ils ne provenaient d'aucun compte, que je contrôlais directement. Reban a suivi la piste. Il lui a fallu 3 semaines, pour remonter tout le fil. Et quand il m'a présenté les résultats, j'ai dû lui demander de répéter ce qu'il avait dit, parce que je n'arrivais pas à croire que j'avais bien entendu. L'argent provenait d'un compte professionnel, un compte lié aux frais de fonctionnement de ma propre entreprise. Des dépenses qui avaient été approuvées par une personne, qui avait un accès administratif à certains fonds, une personne de confiance, une personne qui travaillait avec moi depuis des années. Je ne dirai pas encore le nom, car cette partie de l'histoire a son propre moment. Mais à cet instant, assis en face de Reban avec ce dossier sur le bureau, j'ai compris que ce qui avait commencé comme la trahison d'une épouse, était en fait quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus calculé, beaucoup plus froid. Cela n'avait pas été un accident. Cela avait été construit, planifié, exécuté pendant 2 ans. Pendant que je regardais de l'autre côté. J'ai demandé à Reban combien de temps il nous fallait encore. Il m'a dit que nous avions assez d'éléments pour commencer à construire la protection du patrimoine immédiatement. Qu'en parallèle, nous continuions à rassembler des preuves, de sorte que le moment venu, et ce moment approchait, nous allions entrer dans cette salle, avec absolument tout. Tout, lui ai-je demandé. Tout, a-t-il répété. Et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose à l'intérieur de moi s'est mis en place. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas du bonheur. C'était plutôt de la détermination. Comme ce calme qui survient, quand on arrête d'avoir peur, et qu'on commence à avoir un plan. Adriana continuait à rentrer à la maison les mardis et jeudis, avec ses excuses de yoga.
Elle continuait à laisser son téléphone, face vers le bas. Elle continuait à me regarder pendant le dîner, avec ce mélange de culpabilité et de soulagement, que je savais maintenant lire parfaitement. Et je continuais à être, le même Ernesto que d'habitude. Je souriais. Je lui demandais comment s'était passée sa journée. Je hochais la tête. J'éteignais la lumière et j'attendais, car ce qu'il restait encore à découvrir, était le pire de tout, et c'était sur le point d'être mis en lumière. Il arrive un moment, où on arrête d'être surpris. Non pas parce que la douleur a disparu, non pas parce que ça n'a plus d'importance, mais parce qu'on encaisse des coups depuis si longtemps, que le corps apprend à les absorber sans se briser. Cela devient une sorte de mécanisme de défense involontaire. Chaque nouvelle révélation arrive, vous traverse, et vous l'enregistrez simplement, vous la classez, et vous passez à autre chose. C'est là que j'en étais à ce moment-là. Enregistrer, classer, avancer. Reban m'avait dit dès le début, que les choses iraient crescendo. Que nous commencerions par les bords, pour arriver au centre. Que chaque couche que nous retirerions, révélerait quelque chose de plus profond que la précédente. Je l'avais entendu. Je l'avais compris en théorie, mais c'est une chose de le comprendre avec sa tête, et c'en est une toute autre, de le vivre semaine après semaine, réunion après réunion, dossier après dossier, parce que Reban avait raison. Il avait toujours raison. Lors de cette 4e semaine, quand je suis arrivé à son bureau un mercredi après-midi, et que j'ai vu que sur son bureau, il n'y avait pas un, mais 3 dossiers, j'ai su que ce qui arrivait n'allait pas être un petit détail. Je me suis assis, et il n'a rien dit pendant un moment. Il a juste arrangé les dossiers devant moi, a ouvert le premier, et a commencé à parler de cette voix calme qui, à ce stade, me semblait presque réconfortante, comme la voix de quelqu'un qui a tout sous contrôle, même si le monde autour est en feu. Le premier dossier contenait quelque chose que je soupçonnais déjà, mais le voir documenté était différent. Adriana consultait un avocat. Pas l'avocat qu'il a plus tard représenté à l'audience. Un autre. Un qu'elle avait consulté à 3 reprises, au cours des 4 derniers mois. Toujours l'après-midi. Toujours les jours où elle était soi-disant à son cours de yoga. Les consultations portaient sur le divorce, plus précisément sur un divorce avec séparation de biens, et garde des enfants. Elle planifiait déjà cela. Ce n'était pas une réaction. Ce n'était pas quelque chose qu'elle avait décidé, sur un coup de tête. Elle s'y préparait depuis des mois, consultant, construisant sa stratégie, pendant qu'à la maison, elle me donnait un baiser de bonjour, et me demandait si je voulais du café. J'ai regardé Reban. Il a hoché la tête lentement, comme pour confirmer ce que je pensais, sans que j'aie besoin de le dire à voix haute. Il y a plus, a-t-il dit. 2e dossier. Le compte bancaire que nous avons retracé il y a quelques semaines, avait plus de profondeur que nous ne l'avions initialement cru. Ce n'était pas seulement l'argent qui était sorti, des fonds de roulement de mon entreprise. Il y avait aussi des mouvements dans l'autre sens. Au cours des 14 derniers mois, Adriana avait transféré de l'argent, de notre compte commun vers son compte personnel. Pas de gros montants d'un coup, car cela aurait été trop visible, mais de petits montants, éparpillés, irréguliers. 200 € un mois, 4 cents le suivant, 150 après cela. Aucun schéma fixe, aucune fréquence établie. Exactement comme quelqu'un qui sait que les schémas réguliers attirent l'attention. Au total, en 14 mois, un peu plus de 8 000 € étaient passés de notre compte commun à son compte personnel. 8 000 €, ce n'était pas une fortune, mais ce n'était pas rien non plus. Et ce qui importait, ce n'était pas le montant. Ce qui importait, c'était la méthode, la préméditation, le niveau de calcul derrière chaque transfert. Ce n'était pas impulsif. C'était méthodique. Reban m'a expliqué que ce type de mouvement financier, lorsqu'il est correctement documenté, et présenté à un juge, porte un nom légal très spécifique, et entraîne des conséquences très concrètes. Il ne m'a pas donné tous les détails à ce moment-là. Il m'a juste dit que nous l'avions documenté, que c'était dans le dossier, et que le moment venu, ce document serait l'un des plus importants de toute l'affaire. Il a ouvert le 3e dossier, et c'est là que le sol s'est véritablement dérobé sous mes pieds. Reban a placé une série de documents devant moi, qu'il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. C'étaient des emails imprimés, datés, avec des en-têtes officielles. Je les ai parcourus de haut en bas, essayant de comprendre d'où ils venaient, à qui ils appartenaient. Il me l'a expliqué lentement. La personne de confiance dont j'ai parlé plus tôt, celle qui avait un accès administratif à certains fonds de mon entreprise,
avait été en communication directe avec Orlando, pendant au moins 10 mois. Pas des communications personnelles, pas des conversations informelles, mais des communications professionnelles. Des communications dans lesquelles, des aspects spécifiques de mes opérations, de mes contrats, de mes marges, de mes clients potentiels, étaient discutés avec un niveau de détail, qu'il m'était physiquement douloureux de lire. Des informations que seul un initié pouvait avoir. Des informations qui avaient été utilisées pour qu'Orlando, et l'entreprise d'Orlando, puissent obtenir certains contrats avant moi, pour offrir exactement ce que j'aurais offert, mais en un peu mieux, pour établir des relations avec des clients qui avaient été les miens, ou qui auraient pu l'être. Ce n'était pas une trahison domestique. C'était une trahison au sein de l'entreprise, et les deux étaient liés. La même personne, le même plan, le même réseau. Je me suis levé de ma chaise, j'ai marché jusqu'à la fenêtre du bureau de Reban, et je suis resté là un moment, à regarder la rue sans rien voir. J'ai respiré 1 fois, 2 fois, 3 fois. J'entendais le bruit de la circulation à l'extérieur, comme s'il venait de très loin. Puis, je me suis retourné. Combien de dommages ont-ils causé à l'entreprise, ai-je demandé. Reban a ouvert une page spécifique, dans le 3e dossier, et a fait glisser le papier vers moi. L'estimation prudente, d'après les contrats perdus et les clients qui avaient migré vers la concurrence d'Orlando au cours de la dernière année et demie, se situait entre 80 000 et 100 000 euros, d'affaires que j'aurais dû conclure et que je n'ai pas eues. Entre 80 000 et 100 000 euros. Je me suis rassis. Il y a eu un long silence dans ce bureau. Reban ne l'a pas interrompu. Je pense qu'il savait que j'avais besoin de ce silence, qu'il y avait des choses à assimiler, qui ne pouvaient pas être assimilées, pendant que quelqu'un parlait. J'ai pensé à toutes ces nuits, où j'étais resté tard au travail, à essayer de comprendre, pourquoi certains contrats ne se concluaient pas. J'ai pensé aux réunions où j'avais eu le sentiment, d'arriver avec toute la préparation du monde, et où, pourtant, quelque chose avait échoué. J'ai pensé aux moments de doute, aux nuits où je m'étais demandé si je perdais la main, si l'entreprise déclinait, si je faisais quelque chose de mal. Je ne faisais rien de mal. J'étais saboté de l'intérieur, avec des informations que j'avais construites au fil des ans, avec l'accès que j'avais moi-même donné par confiance. J'ai demandé à Reban, ce qu'il adviendrait de cette personne, celle qui avait accès aux fonds et aux informations. Il m'a répondu que cela dépendait de ce que je voulais faire, qu'il y avait suffisamment de documents pour une plainte civile, et peut-être pour une plainte pénale, que nous pourrions gérer cela en parallèle du divorce, ou après, selon mon jugement. Mais que pour l'instant, le plus urgent était de blinder l'entreprise. Blinder. Ce mot a résonné en moi. Reban m'a expliqué ce que cela signifiait en termes pratiques. Il y avait une série de mesures juridiques, qui devaient être prises avant que la procédure de divorce n'avance formellement. Des restructurations, des transferts légitimes, la documentation de la propriété intellectuelle, une séparation claire, entre mes actifs personnels et les actifs de l'entreprise. Tout dans le respect de la loi, tout parfaitement documenté. Tout conçu pour que, lorsqu'Adriana et son avocat arriveraient à l'audience, en exigeant la moitié de l'entreprise, ils trouvent quelque chose de très différent, de ce à quoi ils s'attendaient. Elle ne peut pas anticiper ça, ai-je demandé. Seulement si quelqu'un le lui dit, a répondu Reban. Y a-t-il quelqu'un qui puisse le lui dire? J'ai réfléchi. Je n'ai rien dit. Personne ne sait ce que nous faisons. Alors travaillons vite. Et nous avons travaillé. Au cours des semaines suivantes, Reban et moi nous sommes rencontrés, presque tous les jours. Parfois dans son bureau, parfois dans des lieux neutres, toujours avec discrétion. Il dirigeait chaque étape, et j'exécutais chaque instruction à la lettre. J'ai signé des documents, réorganisé des structures, déplacé les choses qui devaient être déplacées, toujours légalement, toujours de manière documentée, toujours avec une date, une signature, et des témoins quand cela était nécessaire. Pendant ce temps, à la maison, Adriana continuait d'être Adriana. Un soir, pendant que nous dînions, elle m'a demandé comment allait l'entreprise. Je lui ai dit que ça allait bien, que nous traversions une période calme. Elle a hoché la tête, et a changé de sujet. Orlando lui avait dit, que l'entreprise valait plus, que ce que je lui disais. Je le savais, parce que Reban l'avait confirmé. Elle avait consulté son avocat, en utilisant une évaluation que quelqu'un lui avait transmise. Une évaluation qui était basée, sur des informations internes. J'ai souri intérieurement, parce que cette évaluation,
cette information qu'Orlando avait transmise à Adriana pour qu'elle arrive à l'audience en pensant savoir exactement ce qu'il y avait sur la table, était obsolète. Elle était basée sur une structure qui n'existait plus, sur des actifs qui avaient déjà été réorganisés. Adriana allait arriver à cette audience, convaincue de tout savoir, et elle n'allait rien savoir du tout. Il est resté quelques semaines avant l'audience, lorsque Reban m'a regardé lors d'une de nos réunions, et m'a demandé si j'étais prêt. Je lui ai dit que oui. Il m'a demandé si j'avais des doutes, des points en suspens, quoi que ce soit qui m'inquiète. J'ai réfléchi un instant. Seulement une chose, ai-je dit. Êtes-vous sûr que cela va marcher? Reban a fermé son dossier, a enlevé ses lunettes, et m'a regardé droit dans les yeux. Ernesto, a-t-il dit, quand ce tribunal verra ce que nous avons, la seule question qui restera sera de savoir, combien il va lui en coûter de vous avoir sous-estimé. Je n'ai rien répondu, mais quelque chose en moi a finalement trouvé sa place. On dit que le calme avant la tempête est trompeur. Que cela ressemble à de la paix, mais que c'est en réalité une tension accumulée, qui n'a pas encore trouvé sa forme. Que l'air immobile ne signifie pas qu'il n'y a pas de vent, mais que le vent attend, contenu, prêt. C'était moi, au cours de ces dernières semaines, avant l'audience. Calme à l'extérieur. Tout accumulé à l'intérieur. Reban avait fini de blinder l'entreprise, avec une précision chirurgicale, qui m'inspire toujours le respect, quand j'y repense. Chaque document était à sa place. Chaque mouvement était justifié, daté, signé. Chaque pièce du dossier s'emboîtait avec la suivante, comme si cela avait été conçu par quelqu'un qui avait passé des décennies à faire exactement cela. Parce que c'était le cas. Reban faisait exactement cela, depuis des décennies. Et cela se voyait dans les moindres détails. Ma part était plus difficile. Ma part consistait à continuer de vivre dans cette maison, comme si de rien n'était. Et cela, avec tout ce que je savais déjà, avec tout ce que je portais sur mes épaules, était devenu un test d'endurance, auquel aucun entraînement ne peut vous préparer. Il y a eu une nuit, je crois que c'était un vendredi, environ 3 semaines avant l'audience, où Adriana est rentrée, de particulièrement bonne humeur. Elle portait un sac, d'un magasin cher. Elle s'était fait couper les cheveux. Elle était habillée d'une façon, que je n'avais pas vue depuis longtemps. Elle s'est assise pour dîner avec nous, elle était pleine d'entrain avec les enfants, riait à des choses, qui normalement ne l'amusaient pas. Je l'ai observée tout au long de ce dîner, et j'ai compris, ce que je voyais. C'était une femme qui croyait, que sa vie était sur le point de s'améliorer. Que le chapitre pénible était sur le point de s'achever, et que ce qui venait ensuite, était exactement ce qu'elle avait planifié. La maison, les enfants, l'argent, la liberté. Orlando. Elle célébrait à l'avance. Je n'ai rien dit. J'ai versé plus d'eau dans les verres. J'ai demandé à Angela, comment s'était passée sa journée d'école. J'ai aidé à débarrasser la table, quand nous avons terminé. Et quand Adriana est passée près de moi dans la cuisine, et a accidentellement effleuré mon bras, je me suis simplement écarté, et j'ai continué à faire la vaisselle. Cette nuit-là, quand les enfants dormaient et qu'Adriana était dans la chambre, je suis descendu dans le salon, je me suis assis sur le canapé dans le noir, et je suis resté là un long moment, en silence. Sans pleurer, sans ressentir de rage, juste en train de penser. J'ai pensé à la façon dont tout avait commencé. Aux premières années, quand l'entreprise était petite, et l'appartement minuscule, et que nous dormions tous les deux avec le bébé au milieu, parce qu'il n'y avait pas d'autre pièce. Au matin où Adriana m'apportait le café avant que je ne parte, quand nous étions encore ces deux personnes, en train de construire quelque chose ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis demandé à quel moment, tout cela s'était brisé. Je ne savais pas. Et à ce stade, il n'était plus important de le savoir. Ce qui comptait, c'était ce qui allait arriver. Je suis allé me coucher. Le lendemain, j'ai appelé David, mon ami, et nous nous sommes retrouvés pour un café. C'était la première fois depuis des semaines, que nous nous parlions en personne. Je lui ai raconté dans les grandes lignes comment se présentaient les choses, sans entrer dans les détails du dossier, car Reban avait exigé une discrétion absolue avec toute information spécifique. Mais je lui ai dit que nous étions prêts, que le moment était presque arrivé. David a écouté, a hoché la tête, puis il m'a demandé quelque chose, que personne d'autre ne m'avait demandé, pendant tous ces mois. Comment vas-tu, Ernesto? Pas la procédure, pas l'entreprise. Toi.
Je suis resté silencieux un moment. Je suis debout, ai-je finalement répondu. C'est suffisant, a-t-il dit. Et il avait raison. À ce moment-là, être debout, c'était suffisant. C'était 2 semaines avant l'audience, quand Adriana m'a formellement notifié, par le biais de son avocat, qu'elle entamait une procédure de divorce. J'ai reçu le document un mardi matin au bureau, par l'intermédiaire de Reban, qui l'a fait livrer avec une note jointe, qui disait simplement « Le compte à rebours commence maintenant ». J'ai lu le document. C'était exactement ce que nous attendions. Elle demandait la garde exclusive des enfants, la maison, une pension alimentaire, et 50% de la valeur de l'entreprise, selon l'évaluation que son avocat avait jointe. L'évaluation qui, comme je vous l'ai déjà dit, était basée sur des informations obsolètes, sur une structure qui n'existait plus. Reban a répondu dans le délai légal, avec une réponse qui était, selon ses mots, délibérément modérée. Elle ne révélait rien. Elle n'attaquait rien pour l'instant. Elle répondait juste au strict minimum, pour respecter les délais de procédure, et laisser l'autre partie continuer à croire qu'elle contrôlait la situation. Et l'autre partie a continué de croire exactement cela. Je sais ce qui s'est passé au cours de ces 2 semaines, car plus tard, bien après que tout ait été terminé, j'ai appris certains détails que je ne connaissais pas à l'époque. Adriana et Orlando s'étaient rencontrés fréquemment. Ils avaient fait des plans. Ils parlaient de ce qu'ils feraient, quand le divorce serait prononcé, quand elle aurait sa part, quand la vie qu'ils avaient construite en secret, pourrait enfin être révélée au grand jour. Orlando lui avait dit que ce serait facile, que j'étais un homme prévisible, que je ne me défendrais pas bien, que je n'aurais probablement même pas un bon avocat, car je n'en avais jamais eu besoin, et que je ne saurais pas comment en trouver un. Que dans ces affaires-là, celui qui arrive le mieux préparé, l'emporte. Et ils étaient arrivés mieux préparés. C'est ce qu'Orlando lui avait dit. Et Adriana l'avait cru, parce que cela l'arrangeait d'y croire, parce que 19 ans de mariage, lui avaient donné de moi une image, qui était vraie à bien des égards, mais incomplète sur un point très important. Elle me connaissait comme mari, comme père, comme pourvoyeur de fonds, mais elle ne me connaissait pas comme adversaire. Elle n'avait jamais eu de raison de me voir dans ce rôle, jusqu'à présent. La semaine précédant l'audience a été la plus longue de toutes. Les jours s'écoulaient lentement, comme si le temps avait décidé de devenir de plus en plus lourd, à chaque heure. J'allais travailler, je m'occupais de mes affaires, je rentrais à la maison, je dînais avec les enfants. Tout était normal, tout était exactement comme d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent, que moi seul pouvais ressentir. C'était comme se tenir, au bord de quelque chose de très haut, regarder en bas, savoir que dans quelques jours on allait sauter, et qu'on avait vérifié le parachute 20 fois, et qu'il était parfait. Mais quand même, le corps enregistrait la hauteur, et les battements du cœur s'accéléraient, plus vite que d'habitude. Un soir, 4 jours avant l'audience, Adriana m'a demandé si j'avais reçu la notification de son avocat. Je lui ai dit que oui. Elle m'a demandé si j'avais un avocat. Je lui ai dit que oui. Il y a eu un bref silence. Puis elle m'a dit, d'une voix qui se voulait neutre, mais qui avait une intonation très particulière, qu'elle espérait que tout pourrait se résoudre, de manière civilisée. Qu'elle ne voulait pas que cela devienne quelque chose de moche. Qu'au final, nous voulions tous les deux ce qu'il y avait de mieux, pour les enfants. Je l'ai regardé. J'ai hoché la tête. Bien sûr, ai-je dit, je veux moi aussi, que tout soit le plus clair possible. Elle n'a pas su comment interpréter cette réponse. Elle ne savait pas, que, le plus clair possible, signifiait quelque chose de complètement différent pour moi, de ce qu'elle s'imaginait. Elle est allée dans sa chambre. Je suis resté assis à la table de la cuisine, encore un moment, avec une tasse de thé déjà froide, fixant le mur. 2 jours avant l'audience, j'ai eu ma dernière réunion avec Reban. Ce fut une longue réunion. Nous avons tout passé en revue, document par document, point par point, dans l'ordre exact où nous allions le présenter. Reban était méticuleux, à un degré qui, dans un autre contexte, aurait pu être épuisant. Mais dans ce contexte, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Chaque détail vérifié, chaque argument possible de l'autre partie anticipé et contré, chaque pièce à sa place. À la fin de la réunion, alors que nous étions déjà en train de ranger les papiers, Reban m'a regardé et a dit quelque chose, que je n'ai pas oublié. Ernesto, demain et après-demain, ne faites rien de différent. Ne changez aucune routine. Ne dites rien à personne. Arrivé dans cette salle d'audience,
exactement comme vous arrivez à n'importe quelle réunion d'affaires, calme, préparé, et laissez-les parler en premier. Pourquoi les laisser parler en premier, ai-je demandé. Il a souri légèrement. Parce que les gens qui pensent avoir gagné, parlent toujours trop, et que chaque mot supplémentaire qu'ils prononcent, jouera en notre faveur. J'ai quitté ce bureau, les mains dans les poches, et j'ai marché lentement jusqu'à ma voiture. C'était un après-midi gris avec des nuages bas, le genre de ciel où il ne pleut pas, mais qui ne laisse pas passer la lumière non plus. Je me suis assis au volant, sans allumer le moteur, pendant quelques minutes. J'ai pensé à Adriana, qui disait que cela allait être le meilleur jour de sa vie. J'ai pensé à Orlando, souriant depuis la galerie avec ce sourire ironique. J'ai pensé à tout ce qu'ils avaient planifié, à tout ce qu'ils pensaient qu'il allait se passer. Et puis, j'ai allumé le moteur, j'ai quitté le parking, et je suis rentré dîner avec mes enfants, une dernière fois, avant que tout ne change. Car le lendemain, le spectacle allait commencer, et cette fois-ci, le scénario, c'était le mien. Le matin de l'audience, un soleil étrange s'est levé, un de ces froids soleils d'hiver, qui éclairent tout, mais ne réchauffe rien. Qui entre par la fenêtre, et vous fait penser une seconde, que la journée sera bonne, jusqu'à ce que vous ouvriez la porte, et que l'air vous rappelle que ce n'est que de la lumière, qu'il n'y a aucune chaleur derrière. Je me suis levé à 6 heures, avant que le réveil ne sonne, avant que la maison ne commence à s'agiter. Je me suis assis quelques minutes sur le bord du lit, dans le noir, les pieds sur le sol froid, respirant lentement, ne pensant à rien en particulier, juste respirant. Je me suis douché, rasé avec plus de soin que d'habitude, et j'ai ouvert le placard. J'avais préparé ce que j'allais porter la veille au soir. Reban me l'avait suggéré des semaines plus tôt, presque en passant, comme s'il s'agissait d'un détail mineur, mais j'avais compris que ce n'était pas un détail mineur du tout. Arrivé comme quelqu'un qui a le contrôle, m'avait-il dit. Vos vêtements parlent, avant même que vous n'ouvriez la bouche. Un costume sombre, une chemise blanche, pas de cravate, des chaussures que j'avais cirées la veille, jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain pendant un instant. 48 ans, des cernes accumulées sur 8 mois de nuits difficiles. Mais mon dos était droit, mon regard était fixe, l'expression de quelqu'un qui sait exactement où il se trouve. Je suis descendu dans la cuisine. Adriana n'était pas encore descendue. Les enfants étaient avec ma belle-sœur, Martha, depuis la veille au soir, chez elle, sous le prétexte que c'était plus pratique, étant donné la journée qui nous attendait. C'était la seule chose, sur laquelle Adriana et moi étions d'accord pendant tout ce processus, que les enfants n'avaient pas à être mêlés à tout ça. Je me suis fait un café, je l'ai bu debout, près de la fenêtre, en regardant le jardin. Le jardin dont je m'étais occupé pendant des années, arbre par arbre, plante par plante, le week-end, quand il n'y avait pas de travail urgent. C'était un beau jardin calme, à 7 heures de la matinée, avec la rosée encore sur l'herbe. Je me suis dit que c'était probablement la dernière fois, que je le verrais de cette fenêtre. Et étrangement, cela ne m'a pas fait autant de mal, que ce à quoi je me serais attendu. J'ai entendu des pas dans les escaliers. Adriana est entrée dans la cuisine, habillée d'une façon qui a attiré mon attention. Elle portait un élégant tailleur bleu marine, habillé comme pour un entretien important. Ses cheveux étaient relevés, son maquillage était soigné. Elle portait des boucles d'oreilles que je lui avais offertes pour un anniversaire, un fait que j'ai remarqué et gardé pour moi. Elle m'a regardé. Je l'ai regardée. Bonjour, ai-je dit. Bonjour, a-t-elle répondu. Ce fut la dernière conversation normale que nous ayons eue dans cette maison. 4 mots au total. Ensuite, elle s'est fait son thé, l'a bu en me tournant le dos, tout en regardant son téléphone. Et quand elle a terminé, elle a pris son sac à main, et a dit qu'elle partait, que son avocat venait la chercher. Elle est partie sans rien ajouter d'autre. J'ai terminé mon café, lavé la tasse, je l'ai mise à sécher, j'ai éteint la lumière de la cuisine, et je suis sorti par la porte de derrière. Reban m'attendait dans sa voiture, à 2 pâtés de maison de là, comme nous en avions convenu. Quand je suis monté, il m'a regardé de haut en bas, et a hoché la tête une fois. Bien. Il a juste dit ça. Le trajet jusqu'au bâtiment où se tenait l'audience, a duré 22 minutes. Je connais le temps exact, car je m'en souviens avec une clarté, que je n'ai pas pour beaucoup d'autres choses. Reban a conduit en silence, sur presque tout le trajet. Ce n'est que vers la fin, qu'il m'a demandé encore une fois si j'avais des doutes, des questions, quelque chose que je devais revoir.
je lui ai dit non. Êtes-vous prêt? A-t-il demandé. Je suis prêt. Nous sommes arrivés 15 minutes avant l'heure prévue. Nous sommes entrés dans le bâtiment, avons passé la sécurité, sommes montés au 3e étage. Le couloir sentait cette odeur institutionnelle, que tous les bâtiments gouvernementaux du monde possèdent, un mélange de papier, de désinfectant, et de temps figé. Nous nous sommes assis sur le banc en bois, devant la salle. 5 minutes plus tard, Adriana est arrivée avec son avocat. Elle ne m'a pas regardé quand elle est entrée, ou alors elle l'a fait, mais d'une manière qui était presque pire, que de ne pas regarder. Ce regard rapide et évaluateur, que quelqu'un vous lance, lorsqu'il vous a déjà catalogué, comme un obstacle sur le point d'être éliminé. Elle m'a regardé, a analysé ce qu'elle a vu, et a détourné les yeux vers son avocat, pour lui dire quelque chose à l'oreille. Son avocat a souri légèrement. Je les ai regardés, sans bouger d'un cil. Reban, à côté de moi, feuilletait des documents avec un calme absolu, comme s'il examinait le menu d'un restaurant qu'il connaissait bien. 10 minutes plus tard, Orlando est arrivé. Pas en tant que partie prenante à la procédure, car il n'était pas directement impliqué. Il est venu en tant que soutien, en tant que spectateur, en tant que quelqu'un qui était venu pour voir la victoire de près. Il s'est installé dans la galerie, au 2e rang, avec sa veste correctement ajustée, et cette posture d'un homme, qui est exactement là où il veut être. Il a cherché mon regard, l'a trouvé, et a souri. Ce sourire ironique que je connaissais déjà. Celui de quelqu'un, qui pense savoir comment tout cela se termine. Je n'ai pas changé d'expression. Je l'ai regardé juste assez longtemps, pour qu'il sache que je l'avais vu. Et puis, j'ai détourné le regard, comme s'il n'était personne d'important. Car pour ce qui allait se passer dans cette salle, Orlando n'était personne d'important. Il n'était qu'un spectateur, qui ne savait pas encore qu'il avait acheté un billet, pour le mauvais spectacle. On nous a appelés à l'intérieur. La salle était plus petite que je ne l'avais imaginé. Une longue table, des chaises en bois, une estrade surélevée où se trouvait le bureau de la juge Hortensia. Une lumière fluorescente qui rendait tout, un peu plus gris que ça ne l'était. Une assistante avec un ordinateur dans un coin, une petite fenêtre donnant sur un parking. Rien de dramatique, rien pour annoncer que ce qui allait se passer là, serait quelque chose dont les personnes impliquées, se souviendraient pour le reste de leur vie. Nous nous sommes assis, Adriana et son avocat de l'autre côté de la table, Reban et moi de ce côté-ci. La juge Hortensia a examiné ses papiers pendant un instant, a pris une gorgée d'eau, et a levé les yeux, pour ouvrir formellement la séance. C'est à ce moment-là, exactement à ce moment-là, qu'Adriana s'est penchée vers son avocat, a dit quelque chose, et qu'ils ont ri tous les deux doucement. Puis, elle a levé les yeux vers moi et a dit, d'une voix qui a rempli toute la pièce, « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. » La juge Hortensia l'a regardé. L'assistante a arrêté de taper. Reban n'a pas levé les yeux de ses papiers. Adriana n'en avait pas fini. Je vais sortir d'ici avec la maison, avec les enfants, et avec la moitié de l'entreprise. Elle a fait une brève pause, puis a ajouté quelque chose qu'elle n'avait pas dit auparavant. Quelque chose que son avocat a essayé d'adoucir par un geste, qu'elle a complètement ignoré. Tout ce qu'il a, il l'a construit avec mon temps, avec mes années, avec mes sacrifices. Il me le doit, et aujourd'hui, il me paie. Dans la galerie, Orlando s'est penché légèrement en arrière sur sa chaise, un sourire sur le visage, les bras croisés, le geste de quelqu'un qui apprécie le spectacle. La juge Hortensia l'a rappelé à l'ordre, d'une voix sèche, et a précisé à Adriana, que les déclarations informelles ne faisaient pas partie de la procédure, et que si elle avait quelque chose à présenter, elle devait le faire par l'intermédiaire de son représentant légal. Adriana a hoché la tête, mais n'a pas effacé son sourire. Reban, à côté de moi, a fini de ranger le dernier document sur la table, a fermé le dossier, et s'est penché vers moi très lentement. Sa voix était à peine un murmure. « Avez-vous suivi le plan à la lettre ?» « Oui », ai-je répondu sur le même ton. « Tout. Chaque étape. Chaque étape. » Reban a hoché la tête, a ajusté ses lunettes, et a prononcé les mots, que j'attendais d'entendre depuis 8 mois. « Parfait. Le spectacle commence maintenant. » Et à ce moment-là, pour la première fois de tout ce processus, pour la première fois depuis ce mardi soir, où j'avais vu ce message sur le téléphone d'Adriana, et où j'avais décidé de garder le silence, pour la première fois depuis que j'avais porté en silence tout ce que j'avais découvert. J'ai ressenti quelque chose de complètement inattendu. Ni de la rage,
ni de la peur, ni de l'anxiété. J'ai ressenti un calme profond et absolu, le genre de calme qui n'existe que lorsque vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, et qu'il ne reste rien qui dépende de vous, à part être présent. La juge Hortensia a ouvert la procédure formelle, et le spectacle a commencé. La juge Hortensia avait une façon de parler, qui ne laissait aucune place au désordre. Chaque mot placé avec précision, chaque pose exactement là où elle devait être. C'était une femme d'environ 60 ans, avec ses cheveux gris attachés en arrière, des lunettes à monture foncée, et une expression qui ne révélait absolument rien de ce qu'elle pensait. Elle était assise sur cette estrade depuis des décennies, observant des mariages brisés, des promesses non tenues, des vies qui se coupaient en deux sur une table en bois. Et cette expérience lui avait donné une neutralité, qui, dans un autre contexte, pourrait ressembler à de la froideur. Mais à ce moment-là, je lui en étais profondément reconnaissant, car ce qui allait se passer avait besoin d'un arbitre impartial, et elle en était un. La procédure a commencé par la lecture officielle, des termes de la requête en divorce déposée par Adriana. Son avocat, un homme d'environ 45 ans, dans un costume gris, et avec une assurance qui me paraissait de plus en plus intéressante au fil des minutes, s'est levé, et a présenté la position de sa cliente, avec une aisance qui indiquait qu'il avait préparé ce discours de nombreuses fois. Adriana demandait le divorce pour incompatibilité de caractère, et rupture irréversible du lien matrimonial. Elle demandait la garde exclusive des 2 enfants mineurs, avec des visites surveillées pour le père. Elle voulait la maison, qui était au nom de tous les deux. Elle voulait une pension alimentaire mensuelle de 4 000 €, et elle voulait 50% de la valeur de l'entreprise, qui, selon l'évaluation présentée par sa partie, s'élevait à un total de 620 000 €, ce qui signifiait qu'elle réclamait 310 000 € au titre de sa part matrimoniale. 310 000 €. L'avocat d'Adriana l'a dit avec cette intonation spécifique, que les avocats utilisent, lorsqu'ils veulent qu'un chiffre atterrisse avec poids, dans la salle. Et il a atterri. L'assistante l'a noté. La juge l'a enregistré. Et Adriana, de l'autre côté de la table, avait le dos très droit, et l'expression de quelqu'un, qui vient d'abattre ses cartes sur la table, et qui sait qu'elles sont gagnantes. Dans la galerie, Orlando n'a pas bougé, mais j'ai vu ses lèvres former, quelque chose qui ressemblait à un sourire satisfait. La juge Hortensia a pris une note, a bu une gorgée d'eau, puis s'est tournée vers Reban. Le défendeur souhaite-t-il présenter sa position? Reban s'est levé, et c'est là que l'air, dans cette salle, a changé. Pas de manière spectaculaire. Il n'y a pas eu de geste théâtral, pas de voix élevée, pas de déclaration grandiloquente. Reban s'est simplement levé, a ouvert son dossier, et a commencé à parler de cette voix calme et précise, que j'avais appris à reconnaître comme la voix de quelqu'un, qui a absolument tout là où il en a besoin. Il a déclaré que le défendeur ne s'opposait pas au divorce. L'avocat d'Adriana a levé un sourcil, presque imperceptiblement. Elle a cligné des yeux une fois. Reban a continué. Il a déclaré, qu'en ce qui concernait la garde des mineurs, le défendeur avait des observations importantes à présenter en temps utile, et qu'il demandait que la garde soit partagée équitablement avec le père, en tant que figure active et présente dans la vie des 2 enfants. Jusque-là, rien d'inattendu. Puis, Reban a déclaré qu'en ce qui concernait la maison, le défendeur demandait un examen de l'état actuel des hypothèques, privilèges et dettes liées à la propriété, avant toute attribution, étant donné qu'il y avait des éléments pertinents que l'évaluation présentée par l'autre partie ne prenait pas en compte. L'avocat d'Adriana a légèrement froncé les sourcils. Adriana lui a jeté un coup d'œil, et puis Reban a déclaré ce qui suit. Il a dit qu'en ce qui concernait l'évaluation de l'entreprise présentée par la plaignante, le défendeur avait des objections formelles et documentées, et demandait une révision complète de la dite évaluation, à la lumière des informations qui seraient présentées au tribunal lors de cette même audience. Une brève pause. De même, a poursuivi Reban, le défendeur demande qu'une série de documents soient versés au dossier, documents qui sont pertinents pour déterminer avec précision, non seulement la valeur réelle des biens en litige, mais aussi la conduite de la plaignante au cours de la période matrimoniale. En relation avec les dits biens. La juge Hortensia l'a regardé par-dessus ses lunettes. Des documents de quelle nature? Reban n'a pas hésité une seconde. Des documents financiers, des communications numériques, des relevés bancaires, et des preuves de conduite, dont le tribunal doit avoir connaissance, pour rendre une décision juste et complète. Silence. L'avocat d'Adriana s'est levé immédiatement. Votre honneur,
le défendeur n'a présenté aucune communication préalable de cette documentation, dans les délais de procédure établis, et la juge Hortensia a levé la main. Laissez-le terminer. L'avocat d'Adriana s'est rassis lentement, la mâchoire légèrement serrée. Adriana l'a regardé, lui a chuchoté quelque chose. Il a répondu à voix très basse, et j'ai vu pour la première fois, de toute cette matinée, quelque chose de différent sur le visage d'Adriana. Ce n'était pas encore de l'inquiétude. C'était un petit doute, presque invisible, comme une fissure microscopique dans un mur, qui, jusqu'à ce moment-là, avait semblé solide. Reban a pris le premier document de son dossier, et l'a tendu à l'assistante, pour qu'il soit formellement enregistré. Le premier élément que le tribunal devrait prendre en considération, a déclaré Reban, est que l'évaluation présentée par la plaignante, est basée sur la structure de l'entreprise telle qu'elle existait il y a environ 14 mois. Cependant, ladite structure a été modifiée. De manière légitime et entièrement documentée, au cours de cette période, ce qui modifie considérablement les chiffres, qui ont été présentés aujourd'hui. L'avocat d'Adriana est intervenu de nouveau. Votre honneur, toute modification apportée pendant le processus de séparation, pourrait constituer. Elle pourrait constituer une administration ordinaire de l'entreprise. Reban l'a interrompu, avec un calme absolu. Tant que c'est documenté, daté, et réalisé dans le cadre légal en vigueur, ce qui est exactement le cas. Chaque mouvement est justifié. Il a remis un deuxième document, puis un troisième, chacun avec sa date, chacun avec sa signature, chacun parfaitement en ordre. La juge Hortensia les a examinés un par un, avec cette minutie qui ne se précipite pour rien ni personne. L'avocat d'Adriana s'était penché vers elle, et les deux chuchotaient avec une urgence, qui n'était pas là auparavant. Le dos d'Adriana n'était plus aussi droit. Je ne l'ai pas remarqué d'un seul coup. Je l'ai remarqué progressivement, comme lorsque l'air s'échappe lentement de quelque chose, qui semblait gonfler. Sa posture, ses épaules, son expression, tout a commencé à changer subtilement. Mais surtout, a poursuivi Reban, le deuxième élément que le tribunal devrait prendre en considération, a-t-il dit, en extrayant une nouvelle section de documents, est de nature financière, et affecte directement l'évaluation des biens matrimoniaux. Il a fait une pause délibérée. Pendant une période de 14 mois, entre la date figurant sur ses relevés, et le moment présent, la plaignante a effectué des transferts systématiques, du compte bancaire commun, vers un compte personnel à son nom exclusif, à l'insu et sans l'autorisation du défendeur. La salle a plongé dans un silence complet. La juge Hortensia a arrêté d'écrire. Le montant total des dits transferts, a continué Reban avec la même voix que d'habitude, sans hausser le ton d'un iota, s'élève à 8 400 €. La documentation complète de chaque transfert, avec date, montant, et compte de destination, est incluse dans l'annexe 3 du dossier que nous venons de soumettre. L'avocat d'Adriana s'est levé, cette fois avec plus d'urgence qu'auparavant. Votre honneur, ma cliente. Asseyez-vous, a dit la juge Hortensia. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas dit agressivement. Juste avec une autorité, qui ne laissait aucune place au débat. L'avocat s'est assis. Les yeux d'Adriana étaient fixés sur la table devant elle. Elle ne regardait plus personne. Elle n'avait plus l'expression de quelqu'un qui est en train de gagner. Elle avait l'expression de quelqu'un qui vient d'entendre, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre, et qui en traite encore les implications. Dans la galerie, Orlando avait cessé de sourire. Il était toujours assis à la même place, les bras croisés, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il s'était légèrement redressé. Le geste détendu de tout à l'heure avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose qui ressemblait davantage à de l'attention, de la vigilance. Reban a pris une autre section de documents. Le troisième élément, a-t-il dit, est celui que le tribunal pourrait trouver le plus pertinent, pour déterminer l'ensemble des circonstances, entourant cette requête en divorce. Je lui ai jeté un coup d'œil, pendant une seconde. Il ne m'a pas regardé en retour. Ses yeux étaient sur ses papiers, sur la juge, sur la salle, complètement concentrés, complètement dans son élément. Il existe des communications documentées, entre la plaignante et une tierce personne, qui est connue de ce tribunal pour sa présence dans la galerie, dans lesquelles des aspects opérationnels, contractuels et stratégiques de l'entreprise du défendeur, sont discutés en détail. Orlando s'est tendu. Je l'ai vu de là où j'étais. J'ai vu comment ses bras, qui jusqu'à ce moment étaient croisés, dans cette pose d'un homme regardant quelque chose qui l'amuse, se sont resserrés légèrement.
J'ai vu comment sa mâchoire a changé. J'ai vu comment ses yeux se sont tournés vers Adriana, avec une rapidité qui trahissait, quelque chose qui jusqu'à présent avait été très bien caché. De la peur. Reban a continué, sans lever les yeux. Ces communications, qui s'étendent sur une période de 10 mois, incluent des informations sur les clients, les appels d'offres, les marges opérationnelles, et les stratégies commerciales de l'entreprise du défendeur. Des informations qui auraient été utilisées systématiquement pour bénéficier à une entreprise concurrente, directement liée à la tierce personne susmentionnée. Adriana a levé les yeux, et pour la première fois de toute cette matinée, de tous ces mois, de toutes ces années peut-être, elle m'a regardé pour de vrai. Pas avec indifférence, pas avec une culpabilité calculée. Elle m'a regardé avec quelque chose, que je ne m'attendais pas à voir, avec incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire, que je savais tout ça. Comme si l'image qu'elle avait de moi, l'Ernesto prévisible, celui qui ne posait pas de questions, celui qui faisait trop confiance, s'effondrait en temps réel, sous ses yeux. J'ai soutenu son regard, sans rage, sans satisfaction pour l'instant, juste avec le calme de quelqu'un qui attend, exactement ce moment, depuis 8 mois. Reban a placé le dernier document de cette section sur la table, et s'est adressé à la juge. Votre honneur, ceci n'est que le début de ce que nous avons à présenter aujourd'hui. Et la juge Hortensia, qui n'avait pas changé d'expression de tout ce temps, s'est penchée légèrement en arrière sur sa chaise, a croisé les mains devant elle, et a regardé l'avocat d'Adriana, avec une question dans les yeux, qui n'avait pas besoin d'être prononcée à voix haute. L'avocat d'Adriana n'avait pas encore de réponse. Mais le pire pour eux, était sur le point de commencer. Il y a un moment, où toute une salle change de camp. Ce n'est pas quelque chose, que l'on peut identifier avec précision. Il n'y a pas d'instant précis, pas de mots spécifiques, pas de document concret, qui en soit la cause. C'est quelque chose qui s'accumule, comme l'eau qui monte lentement, jusqu'à ce que, soudainement, vous réalisiez que vous ne touchez plus le fond. Ce moment est arrivé dans cette salle, et je l'ai vu. J'ai vu exactement comment le poids de la salle, est passé d'un côté de la table à l'autre, lentement mais de façon irréversible, comme une balance trouvant son véritable niveau, après avoir été artificiellement déséquilibrée pendant trop longtemps. L'avocat d'Adriana avait demandé une brève suspension de séance, pour consulter sa cliente. La juge Hortensia l'a accordé, d'un geste qui disait qu'elle savait exactement ce qui se passerait à la reprise. Reban et moi sommes restés à nos places. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Il a passé en revue ses notes une fois de plus, avec sa minutie habituelle, et je suis resté assis, immobile, les mains sur la table, regardant droit devant moi. Dans le coin de la pièce, Adriana et son avocat parlaient à voix basse, avec une urgence qu'ils n'avaient pas en entrant. Elle fronçait les sourcils. Il lui expliquait quelque chose avec des gestes contrôlés, sa main ouverte bougeant lentement, sa voix trop basse pour être entendue, mais le ton était parfaitement lisible de loin. C'était le ton de quelqu'un, qui recalibre en temps réel, qui revoit une stratégie qui ne fonctionne plus, qui cherche sur l'échiquier, où il a encore des pièces utiles. Dans la galerie, Orlando n'était plus adossé à sa chaise. Il était penché en avant, les coudes sur les genoux, fixant la table avec une expression, qui avait complètement perdu son ironie d'antan. À sa place se trouvait quelque chose de plus brut, de plus réel. L'expression de quelqu'un, qui est venu voir une victoire, et qui commence à comprendre, qu'il a peut-être acheté le mauvais billet. La séance a repris. La juge Hortensia s'est adressée à Reban, de cette voix qui ne demande pas, mais qui établit simplement un fait. Vous pouvez poursuivre, avec la présentation des éléments restants. Reban s'est levé. Merci, votre honneur. Il a ouvert la section suivante de son dossier, et ce qui a suivi a été, dans mes souvenirs, la partie la plus précise et la plus dévastatrice, de tout ce que nous avions préparé au cours de ces 8 mois. Reban a présenté les relevés de la personne de confiance. Celle qui avait un accès administratif, au fond de mon entreprise. Celle qui avait été en communication directe avec Orlando, pendant 10 mois, pour lui transmettre des informations internes. Il a présenté les emails. Il a présenté les registres des virements. Il a présenté l'analyse comparative, qu'un comptable indépendant avait préparée, montrant la corrélation, entre les dates de ces communications, et les dates auxquelles j'avais perdu des contrats spécifiques, au profit de l'entreprise d'Orlando. Ce n'était pas de la spéculation, c'était des mathématiques. Chaque email avait une date. Chaque contrat perdu avait une date. Chaque coïncidence était documentée, avec la précision de quelqu'un,
qui avait passé des semaines à construire cet argument, pierre par pierre. L'avocat d'Adriana a essayé de faire objection à 2 reprises. La première fois, la juge Hortensia l'a laissé terminer son objection, puis a demandé à Reban d'y répondre, ce qu'il a fait avec une aisance qui indiquait qu'il avait anticipé cette objection précise. La deuxième fois, la juge a levé la main, avant que l'avocat n'ait fini de la formuler. La documentation est en ordre, a déclaré la juge. Continuez. Les yeux d'Adriana étaient baissés. Elle ne regardait pas son avocat. Elle ne me regardait pas. Elle fixait un point immobile sur la table devant elle, avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage, en 19 ans de mariage. C'était une expression de défaite. Pas la défaite dramatique des films, avec des larmes et des gestes exagérés. C'était la défaite silencieuse et réelle, de quelqu'un qui comprend à un moment précis, sans possibilité de le nier, que le plan qu'il a construit avec tant de soin, pendant si longtemps, s'effondre sous ses yeux, et qu'il ne peut rien faire pour l'arrêter. Reban a atteint le dernier bloc de documents, le plus important. Celui que nous avions gardé pour la fin, non par caprice, mais parce qu'il avait le poids spécifique le plus lourd, celui qui modifiait le plus définitivement l'équilibre de tout ce qui était discuté dans cette salle. Reban a présenté l'évaluation réelle et actualisée de l'entreprise, préparée par un expert indépendant engagé par nos soins, basée sur la structure actuelle, et non sur celle qui existait 14 mois plus tôt. Le chiffre était significativement différent de celui que l'avocat d'Adriana avait présenté au début de l'audience. Non pas parce que l'entreprise valait moins dans l'absolu, mais parce que la structure avait été légitimement réorganisée, et que ce qui restait dans le cadre matrimonial n'était qu'une fraction de ce qu'Adriana avait calculé. Les 310 000 € étaient devenus, selon l'évaluation réelle et actualisée, un chiffre considérablement plus petit. L'avocat d'Adriana a pâli. Pas de manière dramatique, juste ce changement subtil de couleur de peau, qui se produit quand quelque chose que vous pensiez solide, se dissout sous vos pieds. Il a essayé d'argumenter que la réorganisation avait été faite de mauvaise foi, pour se soustraire aux obligations conjugales. Reban avait une réponse à cela, aussi. Chaque mouvement de réorganisation était daté avant le début formel de la procédure de divorce. Chaque décision était documentée, comme faisant partie de l'administration ordinaire de l'entreprise. Il n'y avait pas un seul élément qui pouvait être interprété comme une manœuvre d'évasion, parce que ce n'en était pas une. C'était simplement un homme qui avait bien géré son entreprise, dans le respect de la loi. Avec toute la documentation en ordre, la juge Hortensia a étudié les documents pendant plusieurs minutes, en silence. La salle entière attendait. Adriana gardait les yeux baissés. Son avocat avait une expression qui essayait de rester neutre, mais n'y parvenait pas tout à fait. Et Orlando, dans la galerie, s'était de nouveau adossé à sa chaise, mais ce n'était plus avec la même pose. C'était la posture de quelqu'un qui veut paraître calme, et qui ne l'est pas. Puis la juge a pris la parole, et ce qu'elle a dit dans les minutes qui ont suivi, a été, en termes juridiques, une énumération claire et directe des implications de ce que Reban avait présenté. Concernant les 8 400 € transférés sans autorisation d'un compte commun, la juge a noté que cela aurait des conséquences directes sur la liquidation des biens, et pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires supplémentaires, en dehors de la procédure de divorce. Concernant la documentation sur l'utilisation d'informations commerciales confidentielles, la juge a noté que cela dépassait le cadre du divorce, et que le défendeur avait le droit, et peut-être même l'obligation, de présenter cette documentation aux autorités compétentes. Pour déterminer s'il existait une responsabilité civile, ou pénale. Concernant la garde des mineurs, la juge a déclaré qu'avant de rendre une décision, elle devait examiner attentivement tous les éléments présentés, mais que la demande de garde exclusive de la mère était suspendue, dans l'attente d'une évaluation plus approfondie. Adriana a levé les yeux à ce moment-là, et m'a regardé, non pas avec rage, non pas avec haine, mais avec quelque chose de bien plus compliqué que cela. Avec ce mélange spécifique, d'incrédulité et de reconnaissance, que quelqu'un a lorsqu'il comprend vraiment, qu'il a complètement sous-estimé la personne en face de lui. Elle m'avait vu pendant 19 ans, comme l'homme qui travaillait, qui ne posait pas de questions, qui faisait trop confiance, qui était prévisible, et je l'avais été, jusqu'à ce que je décide de ne plus l'être. Son avocat a demandé la parole, pour faire une dernière intervention. La juge la lui a accordée. Il a parlé pendant 3 minutes, avec le professionnalisme de quelqu'un, qui sait qu'il est en train de perdre, mais qui a l'obligation de défendre sa cliente, jusqu'au bout. Il a présenté quelques contre-arguments,
auquel Reban a répondu avec le même calme que toujours, sans élever la voix, sans aucun geste de triomphe, juste avec des données, avec des dates, avec des documents. Quand l'échange a été terminé, la juge Hortensia a fermé son dossier, a croisé les mains devant elle, et a regardé les deux côtés de la table, avec ce regard qui ne révélait rien, mais contenait tout. Ce tribunal rendra sa décision formelle, dans le délai établi par la loi, a-t-elle déclaré. Cependant, à la lumière de ce qui a été présenté aujourd'hui, j'anticipe que les conditions initiales demandées par la plaignante seront difficilement maintenues dans les termes proposés. Brève pause. Les deux parties recevront une notification officielle. La séance est levée. Le bruit du maillet sur la table a résonné dans cette petite pièce, comme quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'était. Adriana n'a pas bougé pendant quelques secondes. Son avocat lui a dit quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête machinalement, a rassemblé ses affaires, s'est levée, et avant de partir, avant de franchir la porte, elle s'est arrêtée un instant. Elle ne m'a pas regardé directement cette fois-ci. Elle est juste restée là une seconde, la main sur l'encadrement de la porte. Le dos tourné vers moi, comme si elle voulait dire quelque chose, et ne trouvait pas les mots. Puis elle est sortie. Orlando l'a suivie sans me regarder, et je suis resté assis sur cette chaise en bois, dans cette salle qui sentait le papier et la lumière fluorescente, pendant que Reban rangeait ses documents, avec la même tranquillité qu'à son arrivée. Et j'ai senti que quelque chose qui m'avait serré la poitrine pendant 8 mois, quelque chose de dur, de lourd et de constant, était lentement en train de se relâcher. Ce n'était pas encore de la joie. C'était quelque chose d'antérieur à la joie. C'était la fin de quelque chose qui avait été très long, et très lourd, et le début de quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Les décisions de justice n'arrivent pas soudainement. Elles arrivent lentement, dans des documents officiels avec des dates, des tampons, et un langage qui semble parfois conçu pour rendre tout ça, moins réel que ça ne l'est. Elles arrivent par courrier, par l'intermédiaire de l'avocat, dans des enveloppes que vous posez sur la table, et que vous ouvrez avec un calme, que vous n'aviez pas quelques mois auparavant. Parce que vous n'avez plus besoin de vous préparer à encaisser le coup. Vous savez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez déjà fait le travail. La décision est arrivée, 23 jours après l'audience. Reban m'a appelé ce matin-là, avant que j'ouvre l'enveloppe. Il m'a dit qu'il l'avait déjà examinée, et que c'était exactement ce à quoi nous nous attendions. Il m'a dit de prendre mon temps pour la lire, que si j'avais des questions, je devais l'appeler, et que quand je serais prêt, nous irions fêter ça avec un café. J'ai raccroché, j'ai ouvert l'enveloppe, je l'ai lu 2 fois. La garde d'Angela et David serait partagée équitablement, avec un calendrier convenu par les deux parties, et une supervision du tribunal, au cours de la première année. Pas de garde exclusive pour Adriana. Pas de visite surveillée pour moi. La garde partagée, comme je l'avais demandé depuis le début, parce que c'était juste, et parce que la documentation avait clairement établi que j'étais un père présent et responsable. La maison ferait l'objet d'un processus de liquidation, qui prendrait en compte les dettes réelles de la propriété, y compris le prêt hypothécaire en cours, ce qui réduisait considérablement la valeur nette contestée. Le résultat était beaucoup moins favorable pour Adriana, que ce qu'elle avait calculé lorsqu'elle était entrée dans cette salle, convaincue de tout prendre. En ce qui concerne l'entreprise, l'évaluation présentée par Reban a été celle qui a prévalu, et non l'évaluation obsolète d'Orlando. La vraie, l'actuelle. Ce qu'Adriana a reçu au titre de sa part matrimoniale, n'était qu'une fraction des 310 000 € qu'elle avait réclamé avec tant de certitude, ce matin-là. Quant au transfert non autorisé de 8 400 €, le jugement a établi que ce montant serait déduit directement du règlement correspondant à Adriana, plus les intérêts applicables. J'ai plié le document, je l'ai posé sur la table, je me suis versé un café, et j'ai appelé mes enfants. Angela a répondu la première. Je lui ai dit que je voulais les voir ce week-end, que j'avais des choses à leur dire, que nous allions aller bien. Il y a eu un bref silence, à l'autre bout du fil, puis elle a dit, de cette voix qui lui appartient, et qui semble parfois plus mature, que ce qu'une jeune fille de 16 ans devrait être, qu'elle le savait déjà. Qu'elle avait toujours su, que nous irions bien. J'ai dû laisser passer quelques secondes, avant de pouvoir lui répondre. David, mon fils, a demandé si on pourrait aller manger une pizza ce week-end. J'ai dit oui. Il a dit, bien, et qu'il commanderait celle au pepperoni. Et juste comme ça, avec une conversation sur de la pizza, quelque chose à l'intérieur de moi s'est finalement installé, à une place qu'il n'avait pas occupée depuis longtemps.
Ce qui a suivi avec Adriana n'a pas été agréable. Mais ce n'était pas non plus ce à quoi elle s'attendait. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je réagisse avec rage, maintenant que tout était fini, que je la confronte, que je lui dise tout ce que je n'avais pas dit, pendant ces 8 mois. Elle s'attendait à l'explosion, qui n'était jamais venue pendant que nous vivions sous le même toit, et qu'elle pensait peut-être n'avoir été que repoussée. Mais il n'y a pas eu d'explosion. Je lui ai envoyé un message par l'intermédiaire de Reban, comme il se devait, indiquant les termes du calendrier de garde, pour les semaines à venir. Rien de personnel, rien d'émotionnel, juste de la logistique, juste ce qu'Angela et David avaient besoin de savoir, pour organiser leur vie, avec le moins de turbulences possible. Adriana a répondu, par l'intermédiaire de son avocat. Et c'est ainsi que le nouveau langage entre nous a été établi. Non pas le langage de 2 personnes, qui se sont aimées pendant des années puis se sont blessées. Mais le langage neutre et fonctionnel, de 2 personnes qui partagent des enfants, et qui ont décidé, ou dans mon cas consciemment choisi, que la haine est une chose trop coûteuse à entretenir. L'affaire de la personne de confiance, celle qui avait divulgué des informations de mon entreprise à Orlando, je l'ai gérée séparément, et avec la même froideur méthodique, que j'avais apprise au cours de ces mois. Reban m'a mis en contact avec un avocat, spécialisé en droit commercial. Nous avons présenté la documentation. La procédure a pris du temps, comme c'est le cas pour toutes les affaires judiciaires, mais le résultat a été une compensation qui, bien qu'elle ne couvrait pas tout ce qui avait été perdu, était suffisamment importante, pour clore ce chapitre avec quelque chose, qui ressemblait à de la justice. Orlando a disparu de la circulation. Pas de façon dramatique. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de scène de ménage, pas de moment cinématographique, où je l'ai regardé dans les yeux, pour lui dire quelque chose de percutant. Il a simplement cessé d'exister, dans mon monde. Son entreprise a perdu plusieurs contrats, dans les mois qui ont suivi. Certains d'entre eux étaient des clients, qui avaient migré vers lui grâce à mes informations, et qui, une fois la situation éclaircie dans les cercles concernés, ont préféré recommencer à travailler, avec quelqu'un dont la façon de faire des affaires, ne soulevait pas de questions. Le monde des affaires est petit. Les réputations voyagent vite. Et celle d'Orlando l'a fait. L'histoire d'Adriana et d'Orlando, s'est terminée. Comme je l'ai appris bien plus tard, par des canaux que je n'avais pas activement cherchés, quelques mois après l'audience. Je ne connais pas les détails, et je n'ai pas voulu les savoir. Je sais juste que la vie qu'ils avaient planifiée ensemble, celle qu'ils avaient construite en secret pendant 2 ans, aux dépens de tout ce que j'avais bâti, ne s'est pas avérée être ce à quoi ils s'attendaient, quand elle a cessé d'être un secret, pour devenir la réalité quotidienne. Avec toutes ces complications. Les choses bâties sur des mensonges, ont cette caractéristique. Elles tiennent bon, tant que le mensonge tient bon. Quand la vérité arrive, la structure entière tremble. Ma vie, après tout ça, n'a pas été une fin de film. Il n'y a pas eu de musique. Il n'y a pas eu de coucher de soleil parfait, aucun moment où tout a soudainement cliqué, et où la douleur a disparu, comme si elle n'avait jamais été là. Il y a eu du travail. Il y a eu des nuits difficiles, surtout les premières semaines, sans les enfants à la maison. Ce silence si particulier qu'a une maison, quand les personnes qui la remplissaient ne sont pas là. Il y a eu des matins où je m'asseyais pour prendre mon petit déjeuner seul, et où le silence pesait plus lourd que d'habitude. Il y a eu des moments, où je me demandais s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire différemment, non pas pour sauver le mariage, mais pour arriver à ce point-là, avec moins de dommages accumulés. Mais il y a eu d'autres choses, aussi. Il y a eu un vendredi soir, où Angela et David étaient avec moi, et où nous sommes tous les 3 restés éveillés tard à regarder un film, et je me suis endormi sur le canapé, et quand je me suis réveillé, il m'avait recouvert d'une couverture, sans me réveiller. Il y a eu un matin où je suis arrivé à l'entreprise, et où j'ai conclu un contrat majeur, que je n'avais pas réussi à conclure depuis des mois, parce qu'il n'y avait plus personne pour divulguer des informations. Il y a eu un appel de David, mon ami, où il m'a demandé comment j'allais. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu répondre par autre chose que « je suis debout ». J'ai pu lui dire « bien, vraiment bien ». L'entreprise a grandi, pas soudainement, pas spectaculairement, mais de la façon dont les choses grandissent, quand le sol est de nouveau solide, et que vous pouvez construire dessus, sans que personne ne retire les fondations, pendant que vous dormez. Contrat par contrat, client par client, avec le même travail que toujours, mais cette fois-ci sans filtre, sans sabotage, sans que les informations ne voyagent là où elles ne devraient pas. Un jour,
des mois après que tout soit terminé, je suis allé au parc près du bureau de Reban, le même parc où je m'étais assis cet après-midi-là, après avoir découvert l'espionnage industriel, quand le poids de tout ce que j'avais découvert, m'avait fait ressentir le besoin d'air, de silence. Et d'un banc pour m'asseoir et respirer. Je me suis assis sur le même banc, j'ai regardé les gens passer pendant un moment, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, depuis la dernière fois que j'étais là. Les mois de silence, les réunions avec Reban, les documents, les registres, les dossiers, l'audience. L'expression sur le visage d'Adriana, quand elle a compris que je savais tout. L'expression sur le visage d'Orlando, quand son sourire ironique est tombé, et qu'il n'a pas pu le retenir. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à ce qu'il me restait. Et j'ai réalisé quelque chose, que j'aurais probablement dû savoir avant, mais qu'on ne comprend vraiment, que lorsqu'on l'a vécu de l'intérieur. La plus grande trahison, ce n'était pas qu'Adriana m'ait trompé. Ce n'était pas qu'Orlando ait utilisé mes informations. Ce n'était pas l'argent, ou l'entreprise, ou les contrats perdus. La plus grande trahison, c'était le temps, les années que j'avais passées à faire confiance, à quelque chose qui n'était pas ce que je croyais. C'était le travail que je faisais, convaincu que je construisais pour tout le monde, alors qu'en réalité je ne faisais que construire. Mais voici la vérité, qui est restée. Quand tout est retombé, tout ce que j'ai bâti, je l'ai bâti de mes propres mains, avec mes années, avec mes décisions. Et quand ils m'ont pris tout ce qu'ils pouvaient me prendre, il m'est resté la chose la plus importante. Avec mes enfants, avec mon travail, avec mon nom intact, avec la certitude que, quand est venu le moment de me défendre, je n'ai pas réagi par impulsion, ni agi par rage. J'ai attendu, j'ai documenté, j'ai planifié. Et je suis entré dans cette salle, non pas comme un homme brisé cherchant à se venger, mais comme quelqu'un, qui voulait simplement que la vérité, reprenne sa juste place. Il y a des gens, qui confondent le silence avec la faiblesse. Qui voient un homme qui ne crie pas, et qui pensent que c'est un homme qui ne sait pas. Adriana a fait cette erreur, et a appris de la manière la plus coûteuse qui soit, que le silence d'un homme qui prépare sa réponse, n'est pas de la faiblesse. C'est le calme le plus dangereux, qui soit.